Les chiffres sont formels. Les Français n'ont jamais été aussi riches. À la fin de l'année 2024, leur patrimoine financier brut s'élève à plus de 6 400 milliards d'euros. C'est plus de 2 fois le PIB annuel de la France. Cela représente près de 103 000 euros de patrimoine financier par Français en moyenne. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, les ménages n'ont détenu autant d'argent. Pourtant, cette richesse semble invisible. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux. Elle ne se traduit pas forcément par un meilleur niveau de vie. Mais alors, où est passé cet argent? Eh bien, vous allez voir que si l'immobilier et l'assurance vie dominent toujours le classement, certains Français ont fait des choix plus surprenants. Quelles sont ces stratégies d'investissement? Et surtout, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes dans la moyenne? Est-ce que vous suivez la même stratégie que la majorité des Français? On a repris tous les chiffres donnés publiquement, notamment des rapports de l'INSEE, et aujourd'hui, on analyse tout ça ensemble. Avant de rentrer dans le détail des investissements des Français, il faut qu'on s'arrête sur un phénomène fondamental, le comportement d'épargne massif dans le pays. Selon les médias spécialisés en finance et en économie, c'est un fait. En 2025, les Français sont les champions de l'épargne en Europe. Le taux d'épargne atteint 18,9% du revenu disponible, une première depuis 45 ans en dehors de la parenthèse Covid. C'est bien plus que la moyenne de la zone euro, qui oscille autour de 14 à 15% seulement. Alors cela signifie que chaque 100 euros brut gagnés, les Français mettent environ 19 euros de côté. Au total, les Français mettent en moyenne entre 260 et 315 euros de côté chaque mois, selon une étude de Tudigo et Made in Vote. Et toujours selon les mêmes données, ce montant ne cesse d'augmenter année après année depuis la pandémie, à hauteur de plus 0,1 voire plus 1% chaque année. Et selon les sources, cet argent dormirait bien sagement sur des livrets d'épargne sécurisés, à commencer par le livret A, détenu par près de 85% des épargnants en France. Et ce comportement, il n'a rien à hasard, car selon un article d'ITG paru en février 2025, il s'agit d'un véritable mécanisme de défense, un réflexe acquis face aux crises répétées. On peut parler de la crise sanitaire qu'on a connue il y a quelques années, de la guerre en Ukraine et de l'instabilité géopolitique qui en découle, ou encore, plus récemment, de la réforme des retraites. Cela entraîne une inquiétude pour l'avenir chez 77% des Français, ce qui finit, tôt ou tard, par les motiver à se constituer une épargne de précaution juste au cas où. Ils étaient d'ailleurs plus de 40% à vouloir de nouveau augmenter leur épargne en début d'année. Et ça se comprend quand on voit tout le chaos politique dans le pays ces derniers mois. Car quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, mettre de l'argent de côté offre une sécurité mentale certaine. Sans compter sur le fait que notre système de retraite par répartition est actuellement menacé, ce qui pousse une partie des Français à essayer de préparer leur future pension par eux-mêmes. Donc si vous épargnez vous aussi sur vos livrets, vous faites partie à l'heure actuelle des 83% des Français qui privilégient ce mode d'épargne. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire quel livret vous privilégiez en commentaire. Mais à ce stade, vous serez vite confronté à une limite. Comment faire fructifier cet argent? Parce que la situation peut devenir un petit peu problématique. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais quand on a trop de liquidités et qu'on en met beaucoup sur le livret A ou sur d'autres livrets, eh bien forcément, cette liquidité n'est pas utilisée sur d'autres investissements. Les livrets ont une rentabilité parce que l'argent est investi sur des investissements généralement assez spécifiques, fléchés par l'État, par exemple dans le cas du livret A. Malheureusement, le rendement est souvent décevant et de plus en plus décevant, notamment quand on compare à l'inflation. Par exemple, le livret A actuellement a 1,7% d'intérêt quand on a une inflation moyenne qui est autour de 2%. Donc ça a un petit peu baissé par rapport aux années précédentes. Mais en tout cas, le rendement réel, il se retrouve négatif. Et c'est pour ça que le livret A en ce moment est de plus en plus boudé. Le livret A donc est le roi de la liquidité. Et si on s'en tient à ce qu'en disent ceux qui placent leur argent dedans, on comprend pourquoi. L'argent est disponible à tout moment. Il est garanti par l'État en totalité. C'est ça qui en fait quelque chose d'assez rassurant. Et surtout, il est net d'impôts, ce qui en fait un placement simple, rassurant, lisible. Mais cette simplicité cache une limite de taille. Chaque livret A est plafonné à 22 950 euros de versement maximum. Les autres livrets, de leur côté, comme le LDDS ou encore le LEP, sont plus attractifs en termes de rendement, mais ne permettent pas de déposer plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui peut rester limité quand on aspire à construire un vrai patrimoine financier important. Et cette sécurité apparente devient alors un piège. En réponse à cela, une autre partie des Français préfère justement allouer son épargne à d'autres formes d'investissement. Alors, les placements dont on va vous parler maintenant vont nous faire entrer dans le cœur de ce qu'on appelle l'investissement. À lui seul, ce trio d'investissements concentre l'écrasante majorité du patrimoine des Français, l'équivalent de 85% du patrimoine brut moyen des ménages selon l'INSEE. Maintenant, avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours, c'est l'assurance vie qui est de loin le premier placement hors livret en France. Et c'est vrai qu'elle a de nombreux atouts. Que ce soit une fiscalité avantageuse après 8 ans, la possibilité de transmettre facilement en cas de décès, tout en conservant une liberté de choix entre le fonds euro et diverses unités de compte. Aujourd'hui, selon les sources, on compte plus de 50 millions de contrats d'assurance vie actifs en France, et ce, pour environ 18 millions de détenteurs. Alors, ce qui veut dire
du coup que beaucoup de Français en possèdent plusieurs, ce que pas mal de gens ne savent pas, mais il est tout à fait possible de posséder plusieurs contrats d'assurance vie. Mais là encore, la majorité joue la carte de la prudence extrême. Si l'on se tient aux chiffres fournis par les conseillers en gestion de patrimoine, 75% des contrats sont investis uniquement sur des fonds en euros. Des fonds dont le rendement oscille en général entre 2 et 3%, voire 4,65% pour les meilleurs en 2024. C'est le cas du fonds euro Quorum Eurolife qui est proposé dans notre assurance vie Louvre Infinity. Alors plus d'informations en description. Alors impossible de parler de patrimoine sans parler d'immobilier. Aujourd'hui, 55% du patrimoine net des Français est immobilier. Et pour cause, 78% des cadres supérieurs ont investi dans la pierre. Et près de 60% de la population a suivi la même dynamique. Alors pourquoi cet engouement? Justement, parce que l'immobilier coche toutes les cases du placement dit rassurant. D'une part, on peut le voir et le toucher, c'est un investissement matériel. Et surtout, on peut y vivre. Sans compter que la valeur des biens tombe rarement à la baisse sur le long terme. L'écrasante majorité des biens immobiliers s'apprécie. Mais là encore, attention à ce qu'on ne voit pas. Si l'on s'en tient aux chiffres de Capifrance, les rendements locatifs moyens tournent souvent autour de 3 à 5% et ont tendance à chuter une fois les charges, les taxes et les impôts déduits. Par ailleurs, de nombreux ménages se plaignent d'un accès au crédit de plus en plus compliqué, avec des taux d'intérêt élevés et des banques de plus en plus frileuses. La grande force en réalité de l'investissement immobilier, c'est que c'est un des rares investissements qui permet de créer un effet de levier pour un particulier. C'est-à-dire qu'on contracte une dette auprès de la banque pour pouvoir acheter un actif qu'on n'aurait pas pu s'acheter normalement, mais qui du coup dont le rendement va être calculé sur la valeur de l'actif total techniquement. Voilà, c'est ce qu'on appelle mettre un effet de levier dans l'investissement. Il faut aussi prendre en compte que l'immobilier est peu liquide. En cas de coup dur, il est difficile de vendre vite. Alors, on n'oublie pas non plus les problèmes de gestion posés par certains locataires, la vacance locative, les différents frais engagés pour conserver le logement décent, les imprévus qu'il faut résoudre en un temps record. Bref, ça peut très vite devenir complexe à gérer. Mais là encore, des solutions existent. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Louvre Invest, pour vous permettre d'investir en SCPI simplement et de vous constituer un patrimoine immobilier sans gérer les locataires, les travaux ni la paperasse. Et en plus, sur les SCPI éligibles, vous pouvez bénéficier d'un cashback de 3%. Concrètement, si vous investissez 10 000 euros, vous recevez 300 euros de cashback versés directement sur votre compte bancaire. Si vous voulez vous projeter, je vous mets 2 options en description. Le simulateur de portefeuille gratuit pour voir à quoi pourrait ressembler votre investissement ou un rendez-vous gratuit avec un conseiller pour en parler et construire une stratégie adaptée. Pour reprendre le fil, selon nos recherches, une grande partie des Français place donc son argent aussi bien dans l'assurance vie que dans l'immobilier. Ce sont d'ailleurs presque 42% des Français qui possèdent au moins une assurance vie, ce qui place cet investissement dans le top des placements préférés en France. Mais certains ont envie d'aller plus loin. Contrairement à la majorité des Français qui, comme on l'a vu, préfèrent le livret A, l'assurance vie ou l'immobilier classique, une minorité préfère sortir des sentiers battus en prenant beaucoup plus de risques. Car oui, on ne vous le rappellera jamais assez, mais investir comporte des risques de perte en capital. Renseignez-vous toujours sur les risques avant d'investir. Parce qu'il n'y a pas de secret en finance. C'est très important de comprendre que généralement des rendements élevés sont associés à des risques élevés. C'est aussi simple que ça. Et cette relation, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter. Chose qu'on constate directement via des chiffres, puisque selon l'AMF, 58% des Français ne sont pas prêts à accepter plus de risques pour augmenter leur rendement potentiel. Mais certains, de leur côté, ont envie de toucher à des produits financiers bien moins stables. Ils explorent donc 3 nouveaux terrains de jeu très différents, mais avec un point commun, un risque bien supérieur aux investissements qu'on a vus. À première vue, la bourse reste très marginale dans les stratégies d'investissement des Français. Pour preuve, selon Zone Bourse, seulement 2,5% des Français sont des investisseurs actifs en bourse, c'est-à-dire qu'ils réalisent au moins une transaction directe par an sur les marchés. Mais ce chiffre est trompeur. Parce qu'en réalité, près de 10 à 12% des ménages détiennent un plan d'épargne en action, un PEA, ce qui leur permet d'investir de manière indirecte en bourse via leur banque. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne le PEA et voir si c'est un bon choix dans votre situation, on vous a fait une vidéo complète sur le sujet. Pour le coup, le PEA permet d'investir uniquement en actions françaises et européennes, et non américaines, chinoises ou asiatiques, à moins de passer par certains ETF, comme vous pouvez déjà le faire en assurance vie aussi. Pourtant, même si on compte près de 7 millions de PEA ouverts en France, le total des encours tourne autour des 114 milliards d'euros, ce qui reste relativement faible par rapport aux encours d'assurance vie. Du côté des CTO, qui ont des comptes titres ordinaires, qui eux exposent aux actions du monde entier avec une fiscalité moins avantageuse, on en compte plus de 5 millions en France. 5 millions pour un encours total de 208 milliards d'euros, soit quasiment le double du PEA, ce qui reste toutefois faible comparé aux 6 400 milliards d'euros de patrimoine financier détenu par les Français. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Selon les chiffres donnés par les médias spécialisés comme La Finance pour tous, l'intérêt pour la bourse explose chez les moins de 35 ans. En 2023, par exemple, ils étaient 42% à vouloir investir en bourse. En 2025, ils étaient plus de 53%. Plus intéressant encore, ils représentent déjà 40% des nouveaux investisseurs actifs. Alors on peut dire que ce phénomène est peut-être poussé aussi
par le phénomène des cryptos qui a beaucoup sensibilisé les plus jeunes à l'investissement et la spéculation, ce qui les rend peut-être plus susceptibles d'investir en bourse quand ils sont arrivés à l'âge adulte. Mais pourquoi est-ce que la majorité des Français ne s'y intéressent pas beaucoup? Cela pose d'autant plus de questions que le rendement historique de la bourse est de 5 à 7% selon l'AMF. Eh bien, d'une part, 44% des Français sont bloqués par la peur du risque, ce qui est tout à fait compréhensible. Chez les fans, d'ailleurs, ce chiffre monte même à 59%. Selon Le Figaro, la majorité des Français estiment ne pas maîtriser les notions boursières de base, comme des actions, des obligations ou encore des indices boursiers. Vous qui regardez cette chaîne, est-ce que vous investissez en bourse par exemple? Et si c'est le cas, dans quel type de produits financiers? Dites-nous tout ça en commentaire. Alors contre toute attente, la France est loin d'être en retard au niveau des crypto-monnaies. Là où près de 9% des Européens possèdent des crypto-monnaies aujourd'hui, ce sont 12% des Français qui en ont acheté au moins une fois. Selon des études, ils sont même 90% à connaître le terme et l'univers des crypto-monnaies. Un chiffre énorme quand on sait que le marché des crypto-actifs n'existait même pas il y a 20 ans, forcément. À titre de comparaison, la bourse existe depuis plus de 450 ans. Aujourd'hui, l'investisseur français moyen possède entre 3 000 et 4 000 euros en crypto-monnaie. Sans grande surprise, le Bitcoin est roi. Il représente aujourd'hui 70% des portefeuilles, suivi derrière par l'Ethereum. Mais ce marché a un gros défaut aujourd'hui, sa volatilité. En effet, une crypto peut perdre 20 à 30% de sa valeur en une journée, alors qu'en bourse, la variation dépasse rarement 5 à 10%. C'est donc un investissement instable et très imprévisible, ce qui explique en partie la méfiance que beaucoup de gens ont envers cet actif. Maintenant que c'est dit, venons-en au dernier investissement le plus risqué. Un investissement qu'on retrouve dans une toute petite minorité des patrimoines français, le private equity. Quand on parle de private equity, on parle d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Je vais vous donner un exemple. La boîte Mistral, un des plus gros succès récents, une société d'IA en France, eh bien, elle n'est pas cotée en bourse. Et donc, les gens qui ont investi dans Mistral, ou plutôt les entreprises ou les fonds qui ont investi dans Mistral, l'ont fait d'une manière qu'on peut appeler du private equity. Selon la BPI, la majorité de ces investissements sont réalisés par des professionnels qui visent des plus-values très importantes sur des périodes courtes, de l'ordre de 4 à 7 ans. Ce qui explique en partie pourquoi cette forme d'investissement est aussi méconnue. Malheureusement, il est très difficile d'obtenir des données exactes sur la proportion de Français qui investissent dedans. Mais l'écart en comparaison de la bourse et de l'immobilier est abyssal. Selon les données des ingénieurs patrimoniaux, on estime que seul 0,1 à 0,5% du patrimoine financier des Français est placé dans des sociétés non cotées. Et cela peut se comprendre, car il y a de nombreuses limites à ce type d'investissement. D'une part, ce sont généralement des placements complexes et peu ou pas liquide. L'argent reste généralement bloqué pendant plusieurs années, voire une décennie dans certains cas, et c'est un secteur tellement opaque et difficile d'accès qu'il reste très flou pour la majorité des épargnants et investisseurs. Les investissements dans les sociétés non cotées sont aussi souvent jugés comme très risqués. De manière générale, en fait, pour investir dans le non coté, il faut investir dans des fonds de private equity. Il faut avoir accès à ces fonds, ce qui est pas si facile pour tous les épargnants. Vous doutez bien que les gens qui investissent dans le private equity, en général, ils ont déjà investi dans les autres ressources d'investissement qu'on a présentées tout au long de la vidéo. Alors pour résumer, on a bien vu que les Français épargnaient énormément, mais ont une tendance à avoir une approche qu'on va dire prudente. Ils privilégient avoir peu de risques, quitte à pas forcément viser des rendements trop élevés. Et de manière générale, en fait, ce qu'on voit, c'est que la différence entre les plus prudents et ceux qui vont chercher des plus hauts rendements, c'est beaucoup une question d'information, au-delà forcément de la fortune personnelle, mais l'information est très importante pour maîtriser les différents concepts qui permettent de comprendre les différentes sources d'investissement et donc comprendre le risque qu'on prend pour viser tel ou tel rendement. Donc c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes sur cette vidéo, pour vous aussi enrichir votre culture financière et peut-être après réussir à mieux développer votre épargne. De manière générale aussi, on a mis tous ces différents supports d'investissement. C'est très important de diversifier son épargne. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait en finance en général. Une fois qu'on s'est un peu intéressé au sujet, il faut aussi au maximum de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier parce que s'il y a un investissement qui se passe mal, pour simplement justement diluer son risque et ne pas être trop exposé à une source d'investissement. Et justement, chez Louvainvest, on vous propose divers supports d'investissement, donc une assurance vie avec différentes unités de compte et un fonds euro, et de l'autre côté, des SCPI avec diverses SCPI européennes, françaises, qui permettent d'investir en immobilier. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, faire une simulation ou prendre rendez-vous avec un conseiller. Tous les liens sont en description.